Bonjour, aujourd'hui vendredi 12 juin 2026, il est 16h30 heure Montréal, New York. Il y a quelques heures, un geste discret a suffi de relancer toutes les spéculations. Le président américain a repartagé sur ses réseaux Social Truth un communiqué du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Rien de plus. Pas de déclaration solennelle, pas de conférence de presse, un simple partage. Et dans le message de Araghchi, une phrase prudente: Téhéran et Washington ne seraient pas encore au stade de la signature. Les dernières retouches resteraient à faire. Et le ministre donc demande aux médias de cesser les conjonctures sur le contenu du texte, promettant de tout rendre public bientôt. Que le président américain relaie lui-même ce communiqué en pleine guerre larvée autour du détroit d'Ormuz n'est pas anodin. Cela laisse entendre qu'en coulisses, quelque chose se négocie vraiment. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que cette escalade contient réellement, ce qu'elle laisse de côté, et qui, à ce stade, en sort renforcé ou affaibli, sans filtre, sans triomphalisme, à partir de ce que disent les sources et de ce qu'elles taisent. Premier volet, il y a comme deux textes puis deux récits. Le premier point est essentiel. Il n'existe à ce jour aucun accord signé. Ce qui circule, ce sont des fuites, et elles racontent deux histoires différentes. Du côté américain, le site Axios, par la plume de Barak Ravid, spécialiste reconnu des fuites diplomatiques, a publié un document présenté comme un mémorandum d'entente en 14 points. Du côté iranien, l'agence officielle relayée par Meher et Tasnim a diffusé sa propre version et l'écart entre les deux est considérable. La version iranienne se lit presque comme une liste de souhaits. Cessez-le-feu permanent immédiat sur tous les fronts, y compris le Liban, engagement américain de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran, levée totale du blocus naval sous 30 jours, retrait des forces américaines du voisinage iranien, suspension des sanctions sur le pétrole et la pétrochimie, et même un plan de reconstruction d'au moins 300 milliards de dollars financés par Washington. À cela s'ajoute la demande de débloquer 24 milliards d'avoirs iraniens gelés, dont la moitié devrait être versée avant même l'ouverture des négociations. Énoncées ainsi, plusieurs de ces clauses paraissent difficilement acceptables pour la partie américaine. Ce sont vraisemblablement des revendications iraniennes, pas nécessairement le texte final. Que le président américain ait relayé le communiqué d'Araghchi ne signifie pas qu'il valide ces points-là. La vraie question que personne ne peut tranché encore aujourd'hui, c'est jusqu'où l'Iran a-t-il revu ses exigences à la baisse, puis jusqu'où Washington a-t-il cédé. Deuxième volet très important, Hormuz qui est au centre du marchandage. Au cœur de toute négociation, il y a un point sur la carte qui est le détroit d'Hormuz, ce goulet sur lequel transite une part majeure du pétrole mondial et l'arme de pression de Téhéran, et la première exigence de Washington par la même occasion. Donc, selon une dépêche de Bloomberg, les deux camps se rapprochaient de la signature d'un mémorandum à Genève de dimanche prochain, et non d'un accord définitif. Donc le calendrier coïnciderait avec le sommet du G7. Il fait suite à une décision américaine de renoncer à de nouvelles frappes. Le président, en évoquant des progrès dans les discussions et la perspective de rouvrir Hormuz à la navigation dès le début de la semaine. À ce point, les deux versions convergent davantage. La version américaine via Axios prévoit une réouverture du détroit sans frais de passage supplémentaires et un retour du trafic maritime à ses niveaux d'avant-guerre sous 30 jours. La version iranienne parle, elle, d'une réouverture selon des arrangements iraniens, formule qui, derrière son apparence technicité, laisse Téhéran maître du tempo. Donc reste un détail qui n'en est pas un. À ce stade, l'Iran n'a confirmé publiquement ni son accord, ni son refus des modalités précises. La prudence donc reste de mise. Volet 3, le nucléaire et l'argent gelé qui n'a pas été réglé. Donc sur ce dossier, le plus sensible, c'est le nucléaire. Il faut bien mesurer ce que l'accord ferait et ce qu'il ne ferait pas. D'après Axios, l'Iran s'engagerait dans ce premier mémorandum à ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. L'option d'une réduction de l'enrichissement iranien sur le sol iranien serait sur la table, sous supervision internationale, les inspecteurs de l'ONU surveillant les arrangements à venir. Mais, et c'est décisif, le texte actuel ne prévoit aucun démantèlement immédiat des installations nucléaires iraniennes. Les obligations concrètes seraient renvoyées à un accord plus détaillé, à négocier dans une fenêtre de 60 jours. Autrement dit,
on gèle, on ne règle pas. Donc sur les sanctions, même logique de prudence côté américain. Un allègement graduel et conditionnel, pas d'une levée automatique des sanctions. L'Iran obtiendrait des exceptions temporaires pour vendre son pétrole pendant 60 jours. De quoi retrouver des revenus acceptables, mais sans calendrier ferme pour une levée totale. Et puis, il y a quelques questions de l'argent gelé, là où les deux récits divergent le plus brutalement. La version iranienne réclame 24 milliards dans la moitié d'emblée. La version américaine, elle indique que le sort des avoirs n'est pas tranché et évoque des fonds iraniens situés au Qatar dont l'usage serait limité à l'achat de biens humanitaires. Pourquoi ce verrou? Parce que le président américain s'est construit politiquement sur la critique de l'accord nucléaire de l'ère d'Obama. Et sur ce récit, devenu un symbole pour son camp. Donc, des 2 milliards versés à Téhéran. Son vice-président a d'ailleurs réaffirmé qu'il serait hors de question de payer l'Iran avec ses propres fonds gelés. D'où, sans doute, cet habillage humanitaire, la seule porte politiquement profitable. Donc, si on vient à l'analyse qui est le vainqueur, qui est le vaincu, puis une lecture inverse de tout ça, au début, il y a une question qui va venir que tout le monde se pose. Qui gagne et qui perd. La lecture portée par la source de ce décryptage est sans ambiguïté. Selon cette source, aucun des objectifs militaires affichés par Israël, par exemple, ne serait atteint. Pas de chute du régime iranien, pas de destruction du programme nucléaire, pas de démantèlement de l'arsenal balistique, pas de neutralisation des alliés régionaux comme les Houthis, Hezbollah, les milices irakiennes aussi. Donc, Israël ressortirait de cette guerre, dite cette lecture, politiquement et militairement affaiblie à la veille d'échéances électorales. Donc, dans un climat intérieur de lassitude et de colère que rapportait récemment le Financial Times. Et le premier ministre israélien, selon plusieurs fuites, aurait été tenu à l'écart de la table, prévenu après coup, pas pendant. Le président américain a lui-même reconnu sur la BBC des tensions entre Washington et Tel Aviv, allant jusqu'à dire que les intérêts américains primeraient. C'est nouveau ça. Voilà le récit, donc il y a une cohérence, mais il vient d'une source engagée. Et il mérite d'être vraiment confirmé. Dans une autre lecture existe celle des chancelleries du Golfe et des analystes occidentaux. Donc, elle rappelle qu'un mémorandum n'est pas un traité. La plupart de ces clauses resteraient suspendues à un accord final. Il pourrait ne jamais venir. Elle souligne que l'Iran n'aborde pas ces pourparlers indemnes. Les frappes du début de l'année ont, selon ces sources neutres, lourdement endommagé ces infrastructures. Écoutez l'avis à plusieurs de ces dirigeants. Parler de victoire iranienne aussi nette serait donc prématuré. Il s'agit plutôt d'un gel obtenu par épuisement réciproque, où la guerre chaude s'arrête sans rien de fond ne soit résolu. Donc c'est ici que le monde arabe au Moyen-Orient redevient central. Sur cette désescalade plutôt ne tient pas seule. Elle repose sur une médiation arabe et islamique. Le président américain a notamment cité le Pakistan, la Turquie, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Bahreïn. Ce sont ces capitales qui font tenir l'échafaudage. Et chacune y trouverait plutôt son propre intérêt. Sécuriser ses exportations, éviter l'embrasement, peser dans l'après-guerre. Donc la paix, si elle vient, sera autant leurs œuvres qu'un face-à-face entre Washington et Téhéran. Donc, pour conclure, tiendra ou tiendra pas, on va voir. Donc, la question se pose, est-ce que ce mémorandum tiendra-t-il? À ce stade, 3 fragilités sautent aux yeux. La première, il n'est pas signé. Et les 2 versions qui circulent divergent sur des points lourds. L'argent, les sanctions, le calendrier. Le deuxième, les sujets les plus explosifs. Le programme balistique iranien, le soutien de Téhéran à ses alliés régionaux, sont repoussés à une hypothétique phase 2. Donc on déminera plus tard. Ou jamais. La troisième, l'un des acteurs les plus déterminés de cette guerre, Israël, ne serait pas à la table et s'estimerait trompé. Or, un accord qu'un protagoniste majeur juge conclu dans son dos est par nature un accord exposé. Reste l'essentiel, il est réel. Pour la première fois depuis des mois, on parle de réouverture d'Ormuz, de cessez-le-feu prolongé, de calendrier. Après une guerre, même un gel précaire vaut mieux que l'escalade qui continue. Donc, nous suivrons dans les prochains jours ce qui sortira de Genève, si quelque chose en sort. Et nous le ferons, comme toujours, en distinguant ce qui est confirmé de ce qui est revendiqué. On se voit dans une autre analyse prochainement. Puis d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.